Oui, merci. Donc bonjour, Joël Martin, conseiller spécialisé bovin-viande à la Chambre d'agriculture des Ardennes et en charge de la collecte diffusion de références dans le cadre du dispositif Inosis Réseau d'élevage. Et je vais vous présenter donc les travaux, un certain nombre de travaux méthodologiques régionaux qui sont issus de ce dispositif sur la thématique de l'engraissement des jeunes bovins de race à viande dans la conjoncture actuelle. Donc en préambule, il me semble important de présenter quelques éléments relatifs à la réflexion globale à avoir sur la place d'un atelier d'engraissement de jeunes bovins dans une exploitation en recherchant un système cohérent. Donc pour ce faire, nous avons retenu 7 sujets sous forme de questions à se poser dans le but de mettre en évidence les points forts et les points faibles d'un projet d'engraissement. Donc si des points faibles sont mis en évidence, ce n'est pas rédhibitoire, ça doit simplement amener à rechercher d'éventuelles solutions ou éventuellement à réorienter le projet. La question, elle porte à la fois sur des facteurs internes et externes de l'exploitation, sur les facteurs de production et sur l'environnement de l'exploitation. Donc première question à se poser, est-ce que j'ai des ressources alimentaires et des surfaces disponibles? En effet, il s'agit d'analyser les ressources alimentaires qui sont accessibles à partir des surfaces de l'exploitation, mais aussi éventuellement à proximité, donc des coproduits par exemple. Donc à la fois en termes de quantité, de sécurisation d'approvisionnement, mais aussi de qualité, car ces ressources, elles doivent être en adéquation avec les besoins d'un jeune bovin pour sa croissance et sa finition, mais aussi avec le type d'animaux que l'on doit produire. Si l'exploitation elle a besoin de valoriser des surfaces en herbe importantes, il y a d'autres productions que le jeune bovin, comme la finition de vache, la production de génisse, de viande ou éventuellement même de la production de bœufs, qui sont sans doute plus appropriées. Donc il faudra aussi se poser la question en termes de surface, des surfaces qui sont disponibles pour tout ce qui est épandage des déjections liées à cette activité d'engraissement. Deuxième question, celle de la main-d'œuvre. Le sujet de la main-d'œuvre, il doit être creusé en termes de disponibilité, en termes de main-d'œuvre déjà présente ou à venir, mais aussi en termes de centres d'intérêt et de compétences pour les activités en lien avec l'engraissement de mâles. Cette activité nécessite une astreinte quotidienne et un suivi relativement pointu. Troisième question, est-ce que j'ai des places en bâtiment qui sont disponibles et plus largement des équipements? Donc cette production elle est réalisée en bâtiment, elle peut nécessiter des équipements tels qu'un local de quarantaine, un dispositif de contention, un quai de chargement, etc. Et par ailleurs, il faut aussi prévoir des éléments de stockage de l'alimentation. Donc il faut donc évaluer si l'activité elle peut prendre place dans des bâtiments qui sont déjà disponibles et quels investissements sont nécessaires en complément. De plus, si on part sur de l'achat d'animaux ou sur une taille importante d'ateliers d'engraissement, il y a aussi des réglementations spécifiques qui peuvent s'appliquer. Quatrième question, elle porte sur la situation financière initiale de l'exploitation. Le développement ou le démarrage d'une nouvelle activité, il a pour objectif une plus-value économique, mais il doit s'appuyer malgré tout sur une situation financière initiale qui soit saine, car l'engraissement nécessitera à minima de la trésorerie, voire de nouveaux emprunts. Cinquième question, quelles ressources d'approvisionnement en broutard? Si le système il n'engraisse que ses propres mâles, dans ce cas, l'approvisionnement il est autonome. La mise en lot et tout ce qui est sanitaire sont alors relativement simplifiés. Mais la conduite des broutards, elle peut quand même être adaptée compte tenu de la présence de l'atelier d'engraissement. En revanche, si les animaux doivent être achetés, il faut pouvoir étudier les conditions d'approvisionnement possibles selon le type d'animaux souhaités et les périodes de remplissage qu'il faudra satisfaire, ainsi que tout ce qui est conditions financières. Avant-dernière question, quel débouché? Les types d'animaux à produire seront à définir en fonction des moyens de production, mais aussi en fonction des débouchés à approvisionner. L'adéquation entre les deux, elle sera donc à vérifier quelque part.
tout en sachant que le jeune bovin, c'est une production où il y a des contrats qui sont proposés et il peut peut-être parfois être intéressant au moins d'étudier ces opportunités éventuelles en termes de contrats. Et enfin, dernier point, l'accompagnement dont l'éleveur peut bénéficier. La maîtrise technique est un facteur clé de la rentabilité des ateliers d'engraissement, d'où l'importance de l'accompagnement depuis l'étude technique-économique au moment du montage du projet jusqu'au suivi du fonctionnement et du pilotage de l'atelier, via notamment le rationnement en s'appuyant notamment sur des analyses de fourrage, les pesées des animaux, le suivi sanitaire, les analyses de bilan de l'eau et les coûts de production de l'atelier. Donc voici donc un rapide tour sur la réflexion amenée quand on a un projet d'engraissement de jeunes bovins. Pour plus d'éléments, vous pourrez vous référer aux ressources indiquées en fin de présentation, où vous pourrez me demander pour que je vous communique des éléments supplémentaires. La deuxième partie de cette intervention, elle s'appuie sur des travaux que nous conduisons dans le cadre de l'équipe Inosis Réseau d'élevage Grand Est et qui sont actualisés régulièrement. Donc ces travaux, ils traitent de l'opportunité d'engraisser des jeunes bovins à partir de broutards charolais avec différentes conduites alimentaires. Et il faut savoir qu'il y a des travaux comparables qui sont réalisés dans d'autres régions avec d'autres races et parfois dans des contextes un peu différents. Donc vous avez un panorama d'un certain nombre de publications qui sont comparables. Plus que les résultats qui vous sont présentés, ce qu'il faut retenir, c'est la méthodologie qui est proposée. Et cette méthodologie, elle a pour but d'approcher la rentabilité de ce type d'atelier d'engraissement et ensuite de pouvoir la transposer ou l'actualiser selon la conjoncture ou le contexte de chacun. S'agissant des hypothèses que nous avons retenues pour les calculs, nous avons intégré un taux de mortalité et accidenté de 3%. Nous avons défini des objectifs de croissance en cohérence avec les rations retenues, les poids d'entrée-sortie des animaux et leur race. Et on va donc de 1400 grammes de croissance par jour en ration à base d'ensilage de maïs peu complémenté et jusqu'à des rations qui peuvent permettre 1600 grammes par jour pour ce qui est de rations à base de céréales. Les possibilités en matière de rations, elles sont quelque part assez larges. En fonction des ressources alimentaires qui sont disponibles sur l'exploitation ou à proximité. Et dans ce tableau, vous retrouvez un panel de rations non exhaustif pour lesquels nous avons calculé des coûts alimentaires dans le contexte récent. Pour engraisser des broutards de race charolaise qui entrent en engraissement à un poids de 340 kg vif et qui sont vendus en jeunes bovins à 450 kg de carcasse. Donc vous retrouvez notamment des rations à base d'ensilage de maïs, de pulpe surpressée, de luzerne et de céréales. Et par exemple, si vous regardez la deuxième colonne, celle qui est encadrée, vous avez le détail d'une ration à base d'ensilage de maïs à raison de 5 kg de matière sèche par jour, en moyenne sur la durée d'engraissement, assez fortement complémentée en céréales, 3,5 kg par jour, corrigée avec du tourteau de colza, 1,9 kg par jour, et sécurisée avec de la paille alimentaire. Cette ration, elle permet 1550 grammes de GMQ, et il faudra alors compter 281 jours d'engraissement pour atteindre le poids de 450 kg de carcasse qu'on s'est fixé comme objectif à la vente. Donc certaines rations sont plus délicates que d'autres à conduire. Par exemple, il peut y avoir des risques d'acidose en ration à base de céréales. Et les objectifs de croissance, ils peuvent alors être difficiles à atteindre. Pour un même objectif de poids à la vente, la durée d'engraissement elle sera donc d'autant plus courte que la ration choisie, elle permettra une croissance élevée. À noter aussi qu'une durée d'engraissement plus courte, ça peut présenter un intérêt, notamment dans les systèmes spécialisés, pour augmenter le taux de rotation par place. Néanmoins, les rations qui permettent les meilleures croissances, elles peuvent parfois être onéreuses et du coup, il est important de passer par l'étape de calcul du coût total sur la durée d'engraissement. Pour déterminer les coûts alimentaires, il existe différentes approches méthodologiques. Celle que nous avons retenue, c'est un coût d'opportunité que nous avons utilisé pour les céréales, le maïs en silage et la luzerne par rapport à la culture de vente qui aurait pu être commercialisée à leur place. En tendance globale, les coûts alimentaires sont en légère baisse cet automne, ce qui est un atout pour la rentabilité de l'atelier. Et vous retrouvez les hypothèses de calcul retenues cet automne sur la diapo, à savoir du blé à 180 € la tonne, c'est-à-dire 160 € plus 20 € d'aplatissage,
Du tourteau de colza à 235 € la tonne, alors ça c'est sur des prix basés sur des grosses quantités, livraison en camion complet. Du maïs en silage à 98 € la tonne de matière sèche rendue silo au coût d'opportunité. Et des pulpes surpressées à 120 € la tonne de matière sèche rendue silo, dans l'hypothèse d'un éleveur qui serait planteur de betteraves et situé à moins de 50 km de la sucrerie. Vous voyez que les coûts alimentaires pour ces différentes rations, ils varient finalement assez peu cette année entre les différentes rations dans le contexte de 2025-2026. En tout cas, moins que certaines années précédentes, puisqu'on se situe entre 420 et 506 € par JB sur l'ensemble de l'itinéraire. Et ça correspond à des coûts journaliers qui sont compris entre 1,52 € et 1,88 € par jour. Pour la suite du raisonnement, on a retenu un coût alimentaire de 485 € par jeune bovin, ce qui correspond en gros à la moyenne des différentes rations que nous avons étudiées, auxquelles on a ajouté un certain nombre d'autres frais, des frais vétérinaires à raison de 31 € par jeune bovin, des frais d'élevage pour 7 €, des frais d'eau, d'électricité et d'assurance pour 16 €, des frais de distribution et paillage pour 55 € par animal, et des frais financiers à hauteur de 62 € par animal, qui sont en hausse ces dernières années, compte tenu de l'augmentation des taux d'intérêt. Et quand on intègre tout ça, on arrive à un coût total de 656 € pour produire un jeune bovin. Ensuite, en fonction du prix du broutard auquel on rajoute tous ces coûts, nous avons essayé de déterminer le prix du jeune bovin à atteindre pour dégager une rentabilité, ce qui est illustré sur ce graphique. Donc, on a pris l'exemple d'un broutard charolais de 340 kg vif qui coûte 2100 € à l'achat, soit 6,18 € du kilo. La ligne bleue, elle symbolise le niveau de prix du JB qui permet de couvrir les coûts avant rémunération de la main-d'œuvre et avant remboursement d'annuités éventuelles. Vous voyez qu'avec les hypothèses retenues, il faut que le prix de vente du jeune bovin il atteigne 6,29 € du kilo de carcasse pour couvrir les charges avant main-d'œuvre et annuité. Ensuite, la ligne rouge, donc elle intègre dans les coûts un supplément de 150 € par jeune bovin qui permet de rémunérer le travail sur la base d'un temps passé de 5 heures par jeune bovin et d'un montant de 2 SMIC chargés par unité de main-d'œuvre en termes de rémunération. Pour couvrir les charges et la rémunération, donc, le prix du JB à atteindre, il passe cette fois-ci à 6,62 € du kilo de carcasse. Et enfin, la ligne verte, elle intègre encore 140 € de plus par jeune bovin pour faire face cette fois-ci à une annuité qui correspondrait par exemple à un investissement équivalent à 1600 € par place sur 15 ans à un taux de 3,5. Donc ce montant de 140 € supplémentaires, il est purement indicatif. Il est à calculer au cas par cas selon les annuités propres à chaque éleveur et en intégrant le taux de rotation par place, notamment chez les engraisseurs spécialisés. Donc avec les 140 €, il faut donc dans ce cas, cette fois-ci, que le prix du jeune bovin il atteigne 6,93 € du kilo de carcasse pour couvrir l'ensemble de tous ces postes. Et vous constatez quelque part que ces prix qui sont affichés là, ils sont quand même compatibles avec les cours actuels du jeune bovin. Les cotations de 2025, elles montrent que même si les prix du broutard charolais ils ont fortement augmenté, ceux du JB, ils suivent plutôt pas mal ces derniers mois. Sur la courbe qui met les deux cotations en parallèle avec un décalage pour tenir compte de la durée d'engraissement, on voit que le différentiel maigre-gras, il est assez stable. Il est un peu moindre qu'en 2022, mais il reste supérieur à celui qui existait sur la période 2015-2021. Dans notre exemple et avec nos hypothèses, chaque fois que le prix du broutard progresse de 100 € par tête, soit 29 centimes du kilo de broutard, si on veut maintenir la même rentabilité, il faut que le prix du jeune bovin il augmente en parallèle de 22 centimes d'euros du kilo de carcasse. Toute la question elle est donc de savoir s'il existe encore une marge de progression sur le prix du jeune bovin pour répercuter la hausse du prix du broutard qui s'est poursuivie encore ces derniers mois. Donc pour terminer, il me semble important de rappeler les principaux facteurs de sensibilité de la rentabilité en engraissement de jeunes bovins, à savoir l'influence des critères tels que le taux de mortalité, le GMQ, l'écart maigre-gras, le coût alimentaire journalier et les taux de frais financiers court terme.
Et je n'ai pas le temps de détailler l'impact de tous les facteurs, mais vous voyez par exemple que si le taux de mortalité il varie d'1 point, ça correspond à une variation de 23 € de la marge par jeune bovin et donc de 5 centimes sur le prix objectif à atteindre au niveau de la vente du jeune bovin. Ou, par exemple, si on perd 100 grammes de GMQ, on perd 46 € de marge par jeune bovin. Il faut alors 10 centimes de plus sur le prix du jeune bovin pour compenser ce manque de GMQ. En conclusion, quand on engraisse ou qu'on envisage d'engraisser des jeunes bovins, il est important de prendre le temps de poser les chiffres sur la table pour vérifier l'intérêt économique de l'atelier et pour pouvoir faire des choix éclairés, même si la dimension économique n'est pas la seule à prendre en compte. Il faut bien intégrer tous les atouts et les contraintes de l'exploitation dans la réflexion. Donc malgré le fait que l'activité naissage soit celle qui est peut-être le plus profité de l'embellie des cours ces derniers mois, au vu des calculs que je viens de vous présenter, la conjoncture actuelle, elle laisse malgré tout une rentabilité possible de l'activité d'engraissement de jeunes bovins, même si on ressent sur le terrain des freins à la mise en place de l'eau de broutard, notamment par rapport à la prise de risque et à la problématique trésorerie générée par cette flambée des prix. Et enfin, je pense qu'en termes d'engraissement, il ne faut pas se focaliser uniquement sur le jeune bovin. Dans certains systèmes qui s'y prêtent davantage, notamment qui ont des surfaces d'herbe à valoriser, il faut aussi réfléchir à la voie femelle et éventuellement à l'engraissement des bœufs. Donc vous pouvez retrouver tous ces travaux et ces publications, ils sont en accès libre. Donc là, je vous ai mis notamment la plaquette support que je vous présente aujourd'hui. Mais vous avez aussi des liens vers le site de la Chambre d'agriculture où cette présentation sera mise en ligne, et puis vers aussi un espace sur l'Institut de l'élevage qui regroupe pas mal de publications sur le sujet. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Merci de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. La question de la taille de l'atelier. Je pense qu'il y a deux. Non, c'est pas un sujet, c'est pas une réponse facile. Hein. Du coup, j'aurais. Je pense qu'il y a deux niveaux de réponse. Le premier, c'est quand on est naisseur et qu'on veut engraisser ses propres broutards. Donc dans ce cas-là, et qu'on veut rester quelque part un peu autonome dans son système, dans ce cas-là, le bon nombre, c'est celui qu'on produit soi-même et qu'on engraisse jusqu'au bout. Donc ça, c'est une première façon de faire, et qui peut apporter une certaine plus-value sur les broutards qu'on a sur l'exploitation, en les menant jusqu'au bout et en essayant d'en dégager une marge, une plus-value dessus. Après, il y a une deuxième étape, c'est il peut y avoir des gens comme ceux-là qui en plus rachètent des broutards pour compléter leur lot d'engraissement. Alors je dirais que si on a de la place en bâtiment, qu'on a de la ressource alimentaire, qu'on n'est pas saturé de boulot, ça peut avoir un intérêt. Si on n'a pas tout ça, c'est un peu plus compliqué. Et puis après, il y a la troisième, parce que j'en ai dit deux, mais il y en a trois en fait. Troisième niveau, c'est des gens qui ont des projets, mais sur de l'engraissement spécialisé, c'est-à-dire qui n'ont pas de troupeau et qui veulent faire un atelier d'engraissement en achetant des broutards pour les engraisser. Donc là, il faut un minimum quand même, je pense, parce que si on investit dans un bâtiment, souvent l'approche, cette approche-là, elle se fait surtout quand on a accès à de la pulpe surpressée. C'est quand même la ration qui permet souvent la rentabilité la meilleure. Quand on a accès à de la pulpe, qu'on n'est pas trop loin, qu'on est planteur de betteraves, c'est encore mieux. Et dans ce cas-là, je dirais qu'il y a un minimum à avoir. Alors, je sais pas quoi le minimum. Alors, il y a des groupements qui proposent des ateliers de 200 places. C'est assez classique, je dirais. Ça commence à faire un beau bâtiment et des gros investissements, mais c'est des fois un peu ce qui est proposé. Je pense qu'on peut faire peut-être à moins, mais on ne va pas faire ça pour 30-40 animaux, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Là, c'est pareil, je n'ai pas de réponse toute faite. Je pense que ça va dépendre du système de l'exploitation et de son niveau de chargement initial, quelque part. Est-ce qu'on est déjà sur un système très très tendu au niveau fourrager et déjà très très chargé? Et dans ce cas-là, augmenter encore les vaches, des fois, c'est pas forcément hyper intéressant dans le sens où on va être dépendant d'achats extérieurs pour équilibrer
le bilan fourrager ne sera pas autonome, donc ça va être un petit peu compliqué. Si par contre on est sur des systèmes qui sont encore assez extensifs, bon, ben, dans le contexte de prix actuel, je pense que ça vaut le coup d'intensifier un petit peu si le contexte se maintient, ce qui n'est pas non plus assuré. En tout cas, j'en mettrai pas ma main coupée, hein. Euh, donc ça, voilà, je dirais ça. Après, engraisser, c'est deux voies un petit peu différentes. Je pense que la voie engraissement, elle a surtout sa place quand on a accès à une ressource alimentaire compétitive pour le faire, quoi. Donc du maïs en silage ou de la pulpe, et voilà.